Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à ce dernier webinaire de l'année que nous animerons avec Thomas et Ludovic aujourd'hui chez Gexpertise. Donc, merci à vous, messieurs, de vous rendre disponibles aussi en cette fin d'année bien intense et bien chargée, j'imagine aussi pour vous, chers participants. Donc, nous ferons en sorte d'être efficaces et de vous donner les bonnes informations sur notre thématique du jour que vous voyez à l'écran, cartographier les risques climatiques pour piloter la performance environnementale de votre parc immobilier. Je vous propose de commencer cette session. Alors, pour information, vous avez la possibilité d'écrire dans le chat tout au long du webinaire, notamment pour poser vos questions, vos remarques, afin de pouvoir échanger de manière un petit peu plus interactive. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans le fil de discussion, il est là pour ça. Et deuxième information, le webinaire est diffusé sur nos réseaux sociaux, nos plateformes, ensuite, donc, vous aurez accès en cas de besoin à ce dernier. Il sera aussi envoyé dans vos boîtes mail. Donc, je vous propose de commencer. Bonjour Ludovic et bonjour Thomas. Salut Léa. Alors, avant de peut-être faire un petit tour de table avant de parler de Gexpertise, c'est mieux. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Allons-y. Thomas, tu es en premier, donc allez. Donc Thomas Largillier, bonjour à tous. Je suis directeur du département BIM et SIG et c'est moi et mes équipes qui nous occupons de toutes les questions de la data, de l'innovation au sein de Gexpertise, et très heureux de partager ce moment avec vous et avec Ludovic, mon compère du Nord. Ludovic Danel, donc directeur du département bâtiment et Verdé, et moi je vais m'atteler à vous montrer toute la cohérence de Gexpertise, à vous présenter ce sujet transversal et en particulier sur la question des risques climatiques sur l'ensemble de vos actifs. Merci, messieurs. Pour ma part, Léa Wallo, responsable commerciale du groupe. Je me permets de faire une légère introduction pour parler de Gexpertise. Alors, vous avez le sommaire et le menu du jour. Donc, on fera un petit récapitulatif des différentes activités du groupe pour les personnes qui ne connaissent pas encore Gexpertise. Et ensuite, on attaquera le sujet. On va rentrer dans le vif du sujet avec Thomas et Ludovic, donc sur toute la dimension data au travers de notre plateforme Atlas Patrimonial. Thomas vous en dira un petit peu plus. Et puis, bien évidemment, toute la corrélation et le lien qu'il peut y avoir avec la performance environnementale, notamment au travers un audit que nous réalisons au sein de la société, qui est l'audit résilience des bâtiments. Et pareil, Ludovic vous expliquera un petit peu comment ça se passe. Je vous le disais tout à l'heure, vos questions dans le chat, n'hésitez pas. On dédiera aussi un temps à la fin du webinaire pour pouvoir poser les dernières questions, mais encore une fois, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Ça rend les échanges un petit peu plus interactifs. Une petite introduction sur Gexpertise, historiquement un cabinet de géomètres experts, mais plus globalement un groupe d'ingénierie aujourd'hui. Notre société est représentée par 200 spécialistes, personnes, collaborateurs, répartis sur toute la France et la Tunisie. Aujourd'hui, on a un beau panel, on a des représentations en Île-de-France, dans le Nord, à Lille, ce qui permet d'être auprès de nos clients, partenaires, prestataires dans leurs projets. Et nous avons la fierté d'avoir un équilibre presque parfait homme-femme chez nous, ce qui n'est pas évident dans des métiers techniques comme ça. Quelques chiffres du groupe, on ne va pas tous les voir un par un. On a 10 géomètres experts chez nous, mais bien sûr, c'est notre cœur de métier, donc des représentants pour ce métier. Mais on vient aussi, et vous le verrez plus que jamais au travers de ce webinaire, amener des réflexions transverses à ces métiers techniques pour bien sûr appliquer la réglementation, mais aussi optimiser votre patrimoine, donc toute une réflexion de data. Et donc, on consacre 3% du chiffre d'affaires à la recherche, au développement, à l'innovation, et c'est surtout mené par les équipes de Thomas.
Sur la slide suivante, vous avez donc le cycle de vie du bâtiment que vous connaissez très bien. Aujourd'hui, on va beaucoup parler GEM, gestion, exploitation, maintenance du bâtiment. Et puis derrière, voilà, comment optimiser nos bâtiments, leur performance pour être le plus vertueux qui soit. Mais nous avons la possibilité chez G-Expertise, au travers la pluridisciplinarité de nos activités, d'accompagner nos clients sur l'ensemble de ce cycle de vie. Sur la slide suivante, je vous le disais, 200 collaborateurs à votre service avec des profils très pluridisciplinaires, donc du géomètre expert. Et d'ailleurs, nos deux experts autour de la table qui aujourd'hui incarnent notre métier sont de formation géomètre. Donc voilà, on n'est jamais très loin de nos origines finalement. Et bien évidemment, on accompagne aussi nos clients pour avoir une vision 360 sur leur projet avec des métiers plus spécifiques, des personnes de formation architecte, des maîtres d'œuvre, de tailleurs de pierre également, qui apportent une autre lecture du bâtiment. Ensuite, vous avez donc 3 départements chez G-Expertise. Ces 200 collaborateurs sont dans 3 départements bien distincts. Je ne crois pas qu'on ait davantage de détails sur chacun d'entre eux sur la slide suivante, mais très brièvement, et pour ensuite directement rentrer dans le vif du sujet, le département immobilier qui regroupe l'ensemble des prestations relevant des compétences d'un géomètre expert, des diagnostics également, tous les diagnostics immobiliers réglementaires. Nos diagnostiqueurs travaillent de pair également avec les équipes de Ludovic qui a des compétences sur la partie audit environnementaux, on en parlera juste ensuite, des diagnostics propres au bâtiment qu'on appelle techniques, pathologiques, due diligence. Donc, il faut comprendre que ces 3 départements ne sont pas en silo et travaillent main dans la main. Et puis le département BIM et SIG, donc comme le disait Thomas en introduction, toute la gestion de la data, accompagner nos clients dans leur réflexion patrimoniale, la structuration de leurs données. Peut-être d'ailleurs Ludovic et Thomas, vous souhaitez ajouter une petite touche sur votre département respectif? Alors, allons-y. Donc sur le département bâtiment et VRD, en fait, là vous comprendrez que notre légitimité à travailler sur la résilience climatique de vos bâtiments repose sur la composition même de notre département. On a des personnes qui font de l'économie de la construction. On est d'ailleurs du coup affilié à l'OPQTech, qui est un organisme qui vient donner des habilitations sur des bureaux d'études en économie de la construction et des aménagements. Et donc, voilà, donc la partie économie et construction, et aussi nous avons des personnes qui font de la maîtrise d'œuvre. Et donc, quoi de mieux pour savoir évaluer le coût en tout cas de l'inaction aussi, parce que le fait de ne rien réaliser comme investissement peut avoir un coût considérable qu'on ne voit pas arriver. Et donc ça, on sait vous accompagner dans l'estimation de ces investissements qui sont nécessaires. De toute façon, j'en reparlerai en fonction du type d'aléa climatique auquel on est susceptible d'être soumis. Thomas, je te laisse la parole pour dire un petit chapeau ici sur ton département. Ouais, bon, merci. Effectivement, la vision, en tout cas la façon dont on connaît le métier de géomètre est très centré sur la production de données, la production d'informations, de livrables, que ce soit un plan, que ce soit un règlement de copropriété, que ce soit un audit énergétique divers et variés, que ce soit tout type de prestations qu'un expert peut connaître sur un bâtiment, un actif ou un ensemble de patrimoine. On se rend compte que toutes ces informations, elle est souvent mal exploitée, ou en tout cas, elle n'est pas suffisamment bien exploitée par nos clients. Et on se veut, en tant que tiers de confiance de toute la donnée qu'on produit, toute la donnée de l'information immobilière, vous fournir différents outils et différentes solutions, conseils pour mieux gérer ce panel d'informations, d'où ce département BIM et SIG qui finalement est la transmission de toutes ces compétences expertales faites soit dans le département immobilier, soit dans le département de Ludovic, bâtiment et VRD, de transmettre l'intégralité de cette donnée, de cette base dans un système d'information qui puisse être exploité au mieux par
par les outils de nos clients et les outils de nos partenaires. C'est en ça que la transversalité de la présentation du jour est intéressante, c'est de comprendre comment est-ce que, en faisant un état général de la documentation d'un patrimoine d'actifs immobiliers, on peut derrière aider à l'aide à la décision et faire des actions complémentaires vers des audits plus poussés sur de la résilience, sur de la rénovation énergétique ou simplement de la vision plus financière ou technique d'un patrimoine immobilier. Donc, pour ça, Ludovic, je te laisse passer la slide pour rentrer dans le cœur du sujet. Pour répondre à tous ces enjeux, on a créé depuis maintenant un développement depuis quelques années au sein de J'expertise, une solution qui s'appelle Atlas Patrimonial. Cette solution Atlas Patrimonial, elle part du fait, effectivement, de recentraliser dans un outil unique et central l'intégralité de la documentation, l'intégralité de l'information qui peut être présente dans différents départements, différents acteurs techniques ou non, administratifs, d'un gestionnaire d'un patrimoine, que ce patrimoine soit du domaine public, du domaine privé, en location, en acquisition ou autre. Mais pour ne pas faire en fait une simple GED, une simple gestion électronique de documents telle qu'il en existe de nombreuses, de la plus simple à la plus compliquée, en échangeant avec de nombreux clients, on s'est rendu compte qu'il manquait à chaque fois cette vision bâtimentaire de cette gestion de documents. Une vision bâtimentaire, c'est quoi? C'est d'apporter dans l'intégralité des documents une vision de recherche, une vision de compréhension, d'agrégation de l'ensemble de ces documents dans une arborescence bâtimentaire qui correspond au métier de gestionnaire d'un patrimoine d'actifs. De pouvoir aller rechercher dans l'intégralité de ma base documentaire tous les éléments qui touchent à une thématique donnée, mais aussi à un espace donné, que ce soit un lot, une pièce d'un appartement, par exemple, dans les captures d'écran qui est là, ou que ce soit une zone spécifique, décrite géométriquement, on va dire, dans un centre commercial ou dans un autre typologie de biens tertiaires. Donc, l'idée de cette application, c'est structurer avec un client une arborescence qui correspond au cas d'usage et aux besoins que va exprimer le gestionnaire, et derrière, d'aller récupérer l'intégralité de la documentation pour la classer dans ces différents espaces, en plus des recherches tout à fait classiques qu'on peut retrouver, de thématiques, etc. Cette documentation, du coup, elle a l'intérêt, c'est dans une application en mode SaaS, elle a l'intérêt d'être du coup centralisée, structurée, accessible, avec une gestion de droit, avec différentes clés d'entrée qui peuvent être mises, et puis surtout avec une scalabilité intéressante qui permet de pouvoir fournir sous forme de portefeuille restreint de patrimoine d'actifs ou d'une vision actif par actif, de pouvoir aller identifier l'intégralité de cette documentation. Si tu passes encore à la slide suivante, Ludo, l'autre valeur ajoutée qu'on a au travers de l'Atlas patrimonial, c'est de pouvoir aller donner un regard d'expert sur la documentation qu'on va intégrer dans cette GED. On se pose souvent la question, il y en a souvent des clients qui nous disent j'ai récupéré une arborescence de dossiers, de fichiers sur tel ou tel actif, j'ai récupéré une data room qui m'a été fournie par un partenaire, un notaire, un autre gestionnaire, et quelle est la valeur juridique, quelle est la capacité, est-ce qu'on est en capacité d'exploiter l'information qui est dans cette base documentaire? Est-ce que la documentation qu'on m'a fournie est encore juste, est encore valable? Ça, on est en lien avec l'intégralité des corps expertales qu'on peut avoir au sein de J'expertise, la partie géomètre, la partie architecte, la partie bureau d'études, etc., la partie diagnostiqueur, pour derrière donner une qualification, une conformisation de l'information qui est stockée sur le document et à l'intérieur des documents pour pouvoir l'exploiter derrière dans des indicateurs, des tableaux de bord pour en sortir des KPI intéressants et surtout pouvoir aller justifier que, encore une fois, la donnée qui est dans ma base de données est juridiquement fiable et juridiquement conforme. Donc ce travail-là, il est fait par différents experts avec une interface graphique qui permet de suivre l'état d'avancement pour des documents qui sont déposés soit par J'expertise, soit par des partenaires, soit par notre client eux-mêmes directement.
L'intérêt derrière d'avoir structuré cette information et cette donnée à l'intérieur des documents permet d'en exporter et d'en exploiter de l'information sous forme de vraiment de data informatique et de l'exposer sous forme de tableau de bord et de croiser ça avec différents éléments et en particulier une vision cartographique. Cette vision cartographique, elle est aussi intéressante dans la capacité qu'a notre outil pour croiser cette information avec d'autres types de données qui ne seraient pas forcément présentes dans vos bases. Et je pense en particulier, et c'est le cas dans le sujet qui va nous concerner aujourd'hui, sur des données environnementales, des données climatiques, des données de gestion de risques, etc. Toutes ces bases de données qui existent dans différentes organisations publiques en France. On a la chance d'avoir en France le CEREMA, l'IGN ou d'autres organisations qui produisent des données plus ou moins libres qui permettent de capitaliser et de visualiser ça sous forme de cartographie. Mais on a aussi des partenaires, et je laisserai Ludovic en parler après, qui nous fournissent de l'information sur des aléas climatiques plus poussés, qui nous fournissent de l'information géographique, qu'on est capable de croiser dans cette plateforme, dans cette partie tableau de bord, pour en fournir une analyse plus complète et plus variée auprès de l'ensemble de nos clients. L'intérêt d'avoir cette solution-là, c'est d'ailleurs d'avoir une vision globale d'un patrimoine, de pouvoir aller en faire une première visualisation stratégique pour aller s'orienter dans un second temps plus, on va dire, complexe, plus poussé, d'aller prioriser les actifs, les sites, les zones qui semblent, avec une vue globale, prioritaires, pour pouvoir derrière aller en lançant des études plus complexes localement et forcément un peu plus onéreuses, mais en tout cas ciblées sur certains éléments. Merci beaucoup Thomas. Le chemin est tout tracé. Donc là, on a parlé de l'architecture qui permet finalement de représenter et de cartographier les différents indicateurs qui sont divers et variés, comme l'a dit Thomas. Et maintenant, on va parler d'une donnée spécifique qui est celle de la résilience des bâtiments. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à venir nourrir le chat. Léa a un œil avisé dessus, il me semble. Donc, allons-y. Pourquoi est-ce qu'on souhaite vous parler de cela? C'est parce que c'est inévitable. Il faut sortir la tête du sable et bien se rendre compte que le coût des événements de crise climatique a explosé. En tout cas, c'est à en croire les différents rapports qui sont remontés des assureurs. Donc, une hausse de 151%, donc c'est quand même non négligeable. Et donc, la question, qui nous est posée d'ailleurs régulièrement par des investisseurs ou même des personnes qui travaillent dans le monde assurantiel, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour déjà évaluer la vulnérabilité d'un certain nombre de sites et comment faire pour anticiper des événements qui sont susceptibles, qui ont en tout cas une chance, ou plutôt une malchance pour le coup, d'arriver, qui est non négligeable, et de voir dans quelle mesure on peut accompagner nos clients à anticiper cela en termes d'investissement. Donc on va en fait avancer sur les enjeux qui sont, alors pour le coup, assez focus sur la France métropolitaine, puisque la France est présente un peu partout dans le monde, mais là, on va faire vraiment un zoom sur la France métropolitaine, quand bien même on peut, même l'outil, la plateforme qu'évoquait l'Atlas patrimonial Thomas tout à l'heure, on peut tout à fait vous accompagner sur des départements comme la Guyane ou Mayotte, c'est possible. Mais là, on va se concentrer sur la France métropolitaine. Donc, les 4 enjeux principaux sur ce périmètre-là, ce sont les tempêtes, les sécheresses, les vagues de chaleur et les inondations. Il y a une petite difficulté à anticiper le premier enjeu, puisque en fait, c'est un peu aléatoire et on peut difficilement, en tout cas, être en anticipation sur en tout cas, d'apporter des réponses qui soient raisonnables
pour des territoires qui sont susceptibles d'être des événements qui peuvent arriver n'importe où, finalement, quand on parle des tempêtes. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est essentiellement les trois suivants, parce que là, on peut objectiver un petit peu ce qui a été observé jusqu'à maintenant et s'appuyer aussi sur des modèles, le modèle notamment TRAC, sur lequel nous, on s'appuie beaucoup, mais ce n'est pas le seul, qui sont des modèles prospectifs sur donc la dérive climatique. Et donc là, en l'occurrence, on va sur l'ensemble des sujets que l'on va regarder, on est sur des prospections entre 2 et plus 4 degrés à l'échelle 2050, donc en fonction de ce sur quoi on se met d'accord aussi avec le client, parce que c'est un échange. Et donc, ne pas oublier ce que disait l'ex-président de AXA, un monde à plus 2 pourrait encore être assurable, à plus 4 ne le serait certainement plus. Donc, on va quand même, on va essayer quand même de relever le défi, parce qu'il faut proposer des solutions. Et donc, ce que je vous propose, c'est aussi de prendre connaissance du petit camembert en bas, où il y a marqué le nombre d'événements naturels dommageables par type de risque en France. Il y a une large majorité, quasiment les 2/3, pour l'inondation. Donc, c'est pour ça qu'on s'attardera aussi pas mal sur ce risque prédictible, puisque c'est celui-là qu'on rencontre le plus souvent, finalement, sur les actifs. Donc, on va tout de même commencer donc, dans l'ordre par le risque prédictible numéro 1, la sécheresse. Donc, on s'est appuyé un petit peu sur un travail qui a été fait par un bureau de contrôle et avec lesquels on échange beaucoup pour arriver à des solutions d'anticipation de notamment la question du retrait gonflement des argiles, qui est le sujet vraiment prépondérant, en tout cas celui qui réagit le plus vite à l'aléa de sécheresse. Et on a un certain nombre de solutions qui existent. Alors ça dépend d'un tas de paramètres, qui sont notamment celles évidemment de l'endroit où on va venir fonder notre bâtiment, et aussi, surtout, le mode de fondation qui a été choisi par ce bâtiment. Là, je pars du principe que c'est des bâtiments qui existent déjà, puisque maintenant, quand on fait des constructions neuves, tous ces éléments-là sont pris en compte dans les études de sol et les modes de fondation avec. Mais disons que 90% du patrimoine n'est pas encore construit, est déjà construit. Donc, c'est celui-là sur lequel on va venir apporter notre expertise et des solutions. Donc là, je mettais un petit zoom sur la manière de drainer en fait un pied de bâtiment, de le drainer, en tout cas, de faire en sorte que l'hygrométrie soit la plus stable possible dans une année courante. De fait, d'éviter ces chocs de présence d'eau en contact d'argile qui génèrent en fait de la fissuration et des désordres. Et donc, je ne vais pas regarder à chaque fois tous les exemples d'impact, puisque vous pourrez en replay faire des pauses sur cette présentation. Vous pourrez regarder ça à tête reposée, mais il y a aussi à chaque fois des implications sur les réseaux et sur les usages. Le deuxième risque prédictible est celui des vagues de chaleur. Donc là, on s'est positionné sur une valeur médiane du modèle TRAC que j'évoquais tout à l'heure, qui consiste à dire qu'on serait sur une trajectoire de 2,7 degrés Celsius à l'horizon 2050. Et donc, ces vagues de chaleur, elles seront de plus en plus intenses et de plus en plus fréquentes. Donc, comment répondre à ces risques-là, à ces aléas, pardon. Il y a différentes solutions possibles.
il y a celui de la végétalisation des espaces. C'est par l'apport de ce qu'on appelle les fameux îlots de fraîcheur en réponse aux îlots de chaleur urbains. On a aussi la question de venir augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc ça passe par des isolations thermiques. Donc là, pour le coup, qui n'ont pas pour but de se protéger du froid, mais l'inverse. Puisque en général, quand on est mal isolé, ça marche, ça pose des problèmes dans les deux moments extrêmes de l'année. Et donc, les vagues de chaleur, eh bien, on a besoin de s'en protéger aussi avec des logiques le fait d'avoir davantage d'inertie dans les parois et également d'avoir des brises soleil. Donc, on peut réaliser des différentes simulations thermiques dynamiques qui permettent de voir où mettre ces équipements et comment prioriser finalement les investissements qui seront nécessaires. Il y a aussi une dégradation de la qualité de l'air à l'intérieur. On travaille beaucoup avec un partenaire sur ce sujet-là qui, au-delà de la réglementation qui impose maintenant pour un certain nombre d'établissements ces mesures-là, le but c'est de faire en sorte d'avoir un brassage, en tout cas de l'air, de l'atmosphère, pour éviter la prolifération des bactéries et aussi la concentration des gaz qui sont nocifs. Ensuite, sur le troisième risque prédictible, c'est celui que je vous évoquais comme étant celui qui fait l'objet de davantage d'ouverture de dossiers chez les assureurs, c'est l'inondation. Alors là, il y a pléthore d'exemples de pathologies qui sont constatées et au moins autant de solutions qui sont envisageables. Et celle dont on fait la promotion et l'expérience chez J'Expertise depuis très longtemps maintenant, de par notre adhésion à l'ADOPTA, c'est des solutions qui sont fondées avant tout sur la nature. Et ces solutions fondées sur la nature nous invitent à aller vers le plus possible, tant faire se peut, de l'infiltration, du ralentissement, d'une diminution des volumes et de la récupération des eaux de pluie pour des usages autorisés par la réglementation. Donc, pareil, là-dessus, on est en mesure de réaliser les pré-études de résilience climatique, d'une part, ensuite l'étude approfondie de dite résilience, et également, puisqu'en fait, comme on est maître d'œuvre, l'ensemble de la mission de MOE sur la réduction des impacts climatiques sur ces différents aléas. Un petit exemple des deux temps qu'on peut en fait, on peut vous accompagner en deux temps, et Thomas le disait déjà un petit peu quand il présentait la classe patrimoniale, c'est que l'objectif, c'est de vous accompagner dans une analyse multisite sans devoir se rendre sur place, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur des données satellitaires croisées à des données du BRGM quand il s'agit de regarder la question du retrait gonflement des argiles, et avec nos différents partenaires qui nous fournissent de la data qualifiée sur ces différents aléas, on est en capacité sur un ensemble de sites de lui attribuer une note, on va dire, de vulnérabilité. On peut dire ça comme ça, mais je préfère dire l'aléa, puisqu'en fait, la vulnérabilité, c'est déjà le croisement avec le mode constructif ou la façon dont le bâtiment a été construit. Donc, une fois qu'on a identifié la note de la pression d'aléa climatique d'une adresse donnée, évidemment, ça permettra de faire un premier tri et avant de passer sur l'étape 2, alors je m'aperçois qu'il y a marqué 1 et 1, mais en réalité, ce n'est pas du tout 1 et 1, c'est 1 et 2.
Je vais le corriger de suite. Voilà. Donc, première étape, analyse multisite. Donc, ça, on peut faire sur plusieurs adresses en même temps, à partir de données, de données qui sont qualifiées par des data scientists. Et la deuxième, c'est une analyse monosite avec visite. Et donc, comme le disait Thomas tout à l'heure, ce sont des prestations qui, évidemment, sont plus chères, puisqu'on réalise également une simulation énergétique dynamique du bâtiment, et de manière à affiner et préconiser des bouquets d'amélioration et en tout cas de résilience climatique des bâtiments par rapport à cette adresse donnée. Et une fois qu'on a fait cela, je peux vous montrer un cas d'usage qu'on a réalisé pour un bâtiment de bureau à Rennes. Donc, comment est-ce qu'on s'y est pris? En fait, là, l'aléa principal en tout cas, qui générait les plus gros capex, c'était de l'aléa inondation, comme par hasard. La rivière étant, si je ne dis pas de bêtises, la Vilaine, qui passe à Rennes. Et donc, cette inondation pouvait être décrite selon deux hypothèses favorables et défavorables. Alors, comment est-ce qu'on cale ça? On cale ça déjà par rapport aux différents PPRI, tels qu'ils définissent un niveau des plus hautes eaux sur les différents casiers du cours d'eau qui sort de son mineur. Et donc, on va considérer cela comme étant l'hypothèse favorable. Et parce que derrière nous, on va aller définir un aléa qui est plus rare. Par exemple, si on considère que cette hypothèse favorable, et ça correspond à un aléa centenal, eh bien, on va aller chercher une surcote par rapport à cet aléa centenal pour voir dans quelle mesure le bâtiment il est résilient tout de même au-delà de la réglementation du PPRI qui s'applique dans ce territoire. Et ça nous permet, avec donc, nos partenaires, d'identifier donc, les montants des travaux de réparation. Et également, on va jusqu'à déterminer les pertes de revenus locatifs, là, parce que c'était du bureau, pendant les travaux de réparation. Donc, une fois qu'on a identifié ces différents éléments sur le volet économie et sur le coût de ne rien faire, en lien avec les gestionnaires et les propriétaires, on établit finalement une feuille de route sur les investissements qu'on va mener au fil du temps, en sachant que, en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces aléas, je ne l'ai pas dit, mais ce n'est pas de se dire est-ce que cette inondation, elle arrivera ou elle n'arrivera pas. En fait, ce n'est pas comme ça qu'il faut se poser la question. On est certain que cet aléa arrivera. La seule incertitude, c'est qu'on ne sait pas quand. Et à partir du moment où on passe d'un paradigme, on dit on n'est pas sûr que ça arrivera, à on est sûr que ça arrivera, mais on ne sait pas quand, ce n'est pas tout à fait la même approche. Voilà. Et je pense que nos clients les plus sérieux, ils l'ont bien compris, parce que c'est une prise de conscience que, par exemple, pour un événement centenal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, il y a une chance sur 100 que ça arrive. Donc, pour donner un autre exemple, celui qui est le plus connu, la dernière crue centenale sur Paris, donc de la Seine, a eu lieu en 1910. Ça fait donc plus de 100 ans. Mais ça veut quand même dire que chaque année, il y a une chance sur 100. Et ça veut dire aussi autre chose, c'est qu'elle pourrait arriver, par exemple, en 2026. Je n'ai pas envie de faire de prédiction. Peut-être quand on fera le replay, il dira comment il savait. Et elle peut aussi arriver à nouveau un an après. Et il ne peut rien se passer pendant 200 ans. Voilà, c'est un petit peu la difficulté. Mais à partir du moment où on sait qu'elle arrivera, je pense qu'il est important de prendre cette disposition pour ne pas subir, mais plutôt anticiper. Et là, en l'occurrence, pour rentrer un petit peu dans le détail des préconisations, la première chose, c'est de faire en sorte que tous les équipements, on va dire, dits actifs,
type transfo, type équipement de télécom ou qui sont susceptibles de tomber le jour où cet événement de crue arrive, eh ben, on les met sur un niveau supérieur de manière à ce qu'on puisse continuer à fonctionner si tant est que les concessionnaires continuent à distribuer les différentes énergies. Donc, il y a des hypothèses à prendre aussi, ou est-ce qu'il faut prévoir un groupe électrogène en fonction de la sensibilité des usages. Voilà, tout ça, on essaie de le prendre en compte. Et en fait, juste pour vous dire, on ne fait pas ça dans notre petit coin. C'est un échange avec ceux qui sont sur place et qui ont l'usage du bâtiment, parce que d'un bâtiment à l'autre, qui peut être l'un à côté de l'autre, on peut avoir des préconisations qui changent en fonction de la destination du bâtiment. Voilà. Un petit peu ce que je voulais vous dire en complément de la classe patrimoniale pour la data, la représentation cartographique de la data chez J'Expertise. Je vous invitais à poser des questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup dans le chat, mais je me trompe peut-être, Léa. Non, pas de questions pour le moment. À nouveau, n'hésitez pas hein, si vous avez des remarques, des interrogations ou même un cas, entre guillemets, concret d'études que vous souhaiteriez exposer sans information confidentielle, bien sûr. Mais voilà, c'est le moment aussi, donc ne pas hésiter à poser vos questions dans le fil de discussion. Thomas, Ludovic, vous souhaiteriez peut-être ajouter un élément ou deux avant de clôturer ou de conclure cette intervention? Moi, j'aurais éventuellement une chose à ajouter. Moi, il me semble que déjà ce qui peut intéresser des personnes qui sont gestionnaires d'actifs, c'est d'avoir une représentation des documents réglementaires type DPE, type présence d'amiante, voilà, ou les documents qui sont liés par exemple à des différents baux, des baux commerciaux ou autres. Et ça, c'est un peu, j'ai envie de dire, la base incontournable. Et derrière, il y a cette couche sur les audits résilience climatique qui vient s'y ajouter. Après, c'est illimité. Hein, les données qu'on peut vouloir y ajouter, je pense que tu as peut-être davantage un spectre un peu plus large en tête, Thomas, là-dessus, mais c'est la seule limite, c'est l'imagination. Notre manière de fonctionner, elle est effectivement très adaptable, ou en tout cas très modulable en fonction des enjeux qu'on sont décrits. C'est pour ça qu'on travaille en lien étroit, de manière un peu transversale, à la fois sur la partie structuration, capitalisation de données et la partie étude qui va derrière. Nous, on a des jeux de données qui existent via nos partenaires qu'on connaît, que l'on met à disposition dans notre plateforme avec l'intégralité des documents, mais on est aussi tout à fait ouvert à travailler avec des jeux de données et des éléments qui seraient issus de vos propres bureaux d'études, vos propres partenaires, et on a toutes les capacités, toutes les connaissances de traiter ces données, de les intégrer pour en fournir des croisements encore plus perspicaces et encore plus efficaces, on va dire, dans la prise de décision. Et le vœu qu'on a avec cette plateforme et cette offre, on va dire, globale, ben, c'est d'arriver avec un cadre réglementaire que l'on maîtrise et que l'on connaît, mais de le compléter avec les enjeux qui sont propres à vos patrimoines spécifiques, à vos régions éventuelles d'activité, hein, que ce soit le sud de la France. On n'a pas les mêmes risques dans le sud de la France que dans la pointe de la Bretagne. Et donc, du coup, de pouvoir travailler avec vous à partir d'un socle maîtrisé, de pouvoir aller étendre ses capacités pour compléter avec de l'information qui a de la forte valeur ajoutée.
Et donc, ce travail-là de conseil, de travail de prospection, on le fait en lien avec des spécialistes de la data, des spécialistes techniques, pour que ce soit le plus efficace pour vous dans le cadre de vos études. Alors, il y a une question de la part de Vincent, une remarque. Merci Vincent, qui dit « C'est un bon complément des audits énergétiques liés au décret tertiaire. Il serait intéressant d'identifier les synergies de travaux à envisager pour optimiser ces opérations. » Tout à fait, vous avez raison. Il se trouve que on réalise aussi ces audits énergétiques bâtiments slash décret tertiaire qui nous indiquent qu'on doit aller chercher donc une baisse de consommation d'ici 2030, 2040, 2050, selon les trois pourcentages. En fait, évidemment, quand on fait cette analyse, on ne réinvente pas ex nihilo des bouquets de travaux, on vient s'appuyer sur des préconisations qui ont pu déjà être faites et déposées sur Opérat, qui est la plateforme gouvernementale. Mais si un bâtiment est soumis en fait à des aléas climatiques, c'est ça l'apport de notre audit résilience. Là où la déclaration Opérat se fait par rapport à un stress thermique climatique qui est celui du passé, c'est-à-dire que quand on fait les évaluations en simulation thermique dynamique, c'est par rapport à des données météo qui sont connues donc du passé, tandis que là, on est sur du prospectif, c'est-à-dire qu'on va au-delà du fait de dire, voilà, on est capable d'ici 2050, s'il n'y a pas de dérive climatique, à permettre une isolation et un abattement énergétique et énergie carbone selon les simulations thermiques dynamiques des données du passé. Ça, c'est ce que tout le monde sait faire. Là, ce qu'on apporte en plus, c'est qu'on indique que non seulement il faut savoir le faire par rapport à des données du passé, mais il faut savoir le faire aussi par rapport à des données de demain. Et voilà, 2050, quand on dit 2050, ça veut dire que entre-temps, le climat aura déjà changé. Donc, ayons un coup d'avance sur la réglementation qui ne parle que du passé. Merci pour cette réponse, ce complément, Ludovic. Est-ce que vous avez potentiellement d'autres questions, remarques pour alimenter ces échanges avant de clôturer ce webinaire? Alors, si pas d'autres questions, il me reste à vous remercier l'ensemble des participants pour cet événement, remercier également Ludovic et Thomas pour l'animation de ce webinaire. Vous retrouverez, comme je vous le disais en introduction, le webinaire sur nos plateformes, nos réseaux sociaux, et il vous sera également envoyé dans vos boîtes mail. Donc, vous aurez la possibilité de le consulter. Bien sûr, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez nos contacts en fin de présentation pour tout projet, pour toute réflexion sur ces sujets. On se fera un plaisir de vous accompagner. Encore merci Ludovic, merci Thomas. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci Vincent, merci à tous les participants et passez une excellente journée. Merci.